Bonjour, chronique littérature aujourd'hui, livre en tout cas, essais, documents, sources historiques, puisque je vais vous parler du puissant royaume du Japon de François Caron. Le titre complet c'est Le puissant royaume du Japon 1636, la description de François Caron, parce que oui, l'éditeur a un truc un petit peu bizarre, il met pas le nom de l'auteur en avant, c'est un peu... Bon. Il y a une introduction, une traduction du néerlandais, j'y reviendrai, et des notes de Jacques et Marianne Proust, ça a été publié aux éditions Chandaigne. Les textes originaux, je ne vais pas vous faire le détail, hein, ils ont été composés entre 1636 et 1664. La première édition sous cette forme, en grand format, a été sortie chez Chandaigne en 2003. Là, c'est une réédition datant de 2018 en poche et ça fait dans les 300 pages. Après la découverte du Japon et le petit traité européen et japonais de Louis Freus, voici un troisième ouvrage publié aux éditions Chandaigne qui porte sur les premiers contacts entre Japonais et Européens, encore que celui-ci soit un peu plus tardif que les précédents dans la mesure où il porte sur les premières décennies du XVIIe siècle, soit l'époque d'Edo. Le puissant royaume du Japon se distingue aussi des précédents titres en ce que sa langue d'origine n'est pas le portugais, mais essentiellement le néerlandais. Si le nom de François Caron sonne assurément français, le personnage né vers 1600 à Bruxelles avait gagné les Provinces-Unies et s'était engagé très jeune au service de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales, ou VOC. Alors, par rapport aux initiales néerlandaises, je ne vais pas essayer de prononcer le nom hollandais, ça serait ridicule. On va dire la VOC. Et pour le coup, parti de rien, il en gravit rapidement les échelons. Bon, il était huguenot. Mais comme rien n'est simple, l'aventurier, après une brillante carrière non seulement au Japon, mais à vrai dire dans toutes les Indes orientales, s'est plus tard mis au service du roi de France via Colbert, ce qui a comme de juste été considéré comme une véritable trahison par ses anciens concitoyens et employeurs. Du coup, des trois textes compilés ici, les deux premiers ont été rédigés en néerlandais, mais le troisième en français. Caron était donc essentiellement un marchand, ce qui orientait sans doute le regard qu'il portait sur le Japon d'une manière différente de celle des jésuites qui l'y avaient précédé. Mais, comme Louis Freus, Caron a non seulement bénéficié d'une longue expérience au Japon, où il est resté une vingtaine d'années, mais il a aussi fait preuve de curiosité en même temps que de compétence dans son appréhension de la culture japonaise. Il parlait la langue parfaitement, ce qui en faisait un diplomate de choix ensuite un marchand, et il avait même épousé une japonaise avec laquelle il eut 6 enfants. Comme Louis Freus, dès lors, il se montre un témoin globalement bien plus fiable que beaucoup, même s'il faut manipuler ses écrits avec précaution car ils ne sont pas totalement exempts d'informations erronées. Mais surtout quand l'auteur s'essaye à l'histoire et rapporte un peu légèrement des anecdotes de seconde ou troisième main, comme la rumeur de l'empoisonnement de Toyotomi Hideyoshi par exemple, très répandue à l'époque. Mais le reste, ce qui est le fruit de sa pratique de marchand, est globalement très pertinent, et à vrai dire assez unique en son genre. Cela tient aussi aux raisons l'ayant amené à rédiger les trois textes rassemblés ici. Ils ont tous une visée éminemment pragmatique, ils sont utiles dans les affaires. D'ailleurs, ils n'avaient pas été conçus pour être publiés, même s'ils l'ont été assez rapidement et dans plusieurs langues, hélas avec des ajouts malvenus et des traductions malencontreuses, notamment en français, et c'est pourquoi ils sont retraduits ici par Jacques et Marianne Proust, également responsables d'un abondant et passionnant appareil scientifique. Les deux premiers de ces textes, tout particulièrement, étaient en fait des documents internes à la VOC. Commençons donc par le premier et le plus long de ces écrits qui donne son titre au recueil. Plus précisément, il s'agit de la vraie description du puissant royaume du Japon. C'est une commande d'une certaine manière. La VOC avait besoin d'en savoir plus sur le Japon pour mener au mieux ses affaires sur place et a donc posé à son représentant local, très au fait de toutes ces choses, des questions d'un ordre très pratique. Caron s'attache à y répondre de manière également pratique et sans s'autoriser de fantaisie. Il s'agit de répondre aux questions que ses employeurs lui posent, pas d'aller au-delà. Notamment, il ne se permet pas, globalement, de répondre à d'autres questions qui lui auraient paru pertinentes. Certaines questions d'ordre politique et commercial tout particulièrement appellent des réponses détaillées, courant sur plusieurs pages et au fil desquelles l'auteur se montre un observateur pointu, rigoureux et toujours essentiellement pratique. Mais d'autres questions, par exemple concernant la pratique religieuse des Japonais, peuvent être expédiées en 4 lignes car elles n'intéressent qu'assez peu les affaires commerciales. On voit bien ici tout ce qui distingue Caron des jésuites comme Louis Freus. Cependant, le tableau que François Caron dresse ainsi du Japon s'avère révélateur au-delà des seules ambitions de la VOC, ce qui lui permet par exemple de livrer d'assez longs et précis développements portant sur le rituel du seppuku. En outre, si la pratique religieuse des Japonais n'appelle pas ici de long développement, Caron se trouve dans l'archipel, censément déjà fermé aux Portugais et aux Espagnols, au plus fort des persécutions antichrétiennes. Je vous renvoie comme d'habitude au roman Silence d'Endo Shusaku,
qui cite certains personnages historiques figurant également dans les rapports de Caron. Ce qui le protège, mais dans une certaine mesure seulement, c'est que la VOC, et peut-être d'ailleurs confortée dans cette approche par les rapports de Caron lui-même, a bien pris soin dès le départ de ne pas faire dans le prosélytisme. Ils sont des marchands, ils ne marchent pas main dans la main avec des évangélisateurs, à la différence des Portugais et des Espagnols, qui ont systématiquement des missionnaires jésuites dans leur bagage. La description des supplices infligés aux chrétiens n'en est pas moins atroce, et ceci alors même que des mauvaises langues affirmaient qu'à l'époque, que Caron lui-même n'était pas sans reproche dans cette affaire. On est allé jusqu'à dire que ce sont ces manœuvres qui ont définitivement mis fin aux activités théoriquement déjà bannies pourtant des Portugais et des Espagnols au Japon, certains l'accusant même d'avoir pesé dans la condamnation et la mise à mort de missionnaires catholiques. Mais le Huguenot n'était probablement pas insensible au sort des chrétiens, même papistes. L'absence de prosélytisme dans les entreprises commerciales de la VOC tendait à protéger quelque peu les Hollandais, mais dans une certaine mesure seulement. Le principal comptoir de la VOC au Japon, à Hirado, est démantelé et les affaires de la compagnie sont cantonnées à l'îlot artificiel de Deshima ou Dejima, en face de Nagasaki, ceci alors même que Caron est en poste, et il quitte le Japon peu après, les deux événements étant liés. Jusqu'à la fin de l'époque d'Edo, plus précisément jusqu'à l'arrivée des vaisseaux noirs du Commodore Perry en 1853, les Hollandais conserveront quelques possibilités de commerce avec le Japon des Tokugawa, faveur dont ne bénéficieraient pas les autres nations européennes, mais dans des proportions bien différentes, le pic des relations commerciales correspondait à la présence de Caron sur place. Le deuxième document consiste en extrait du registre journalier tenu par François Caron, chef de la factorerie de Hirado, 4 février 1639, 13 février 1641. Encore moins destiné à la publication que le précédent, ce texte largement expurgé de ses considérations les plus banales et de peu d'intérêt pour un lecteur contemporain non érudit, de la météorologie à l'état des stocks et au bilan comptable, en passant par le listage des daimyo, les historiens par contre y ont abondamment eu recours, c'est une source très utile pour eux. Ce document donc s'est étrangement avéré le plus intéressant à mes yeux pour les récits détaillés qu'il livre sur le vif des activités de Caron et de ses rapports avec les autorités japonaises impériales. C'est en fait le shogunat que Caron désigne ainsi, mais il avait bien compris et expliqué dans ses écrits ce qui distinguait le shogun de celui que nous appelons aujourd'hui l'empereur, comme local, les daimyo qu'il qualifie dans le même registre de roi. En même temps qu'il aborde le quotidien des Japonais sous un angle différent de la sécheresse des réponses dans la vraie description du puissant royaume du Japon. Si ce précédent texte montrait combien Caron était un observateur lucide et judicieux, celui-ci décrit davantage le marchand madré et le diplomate pas moins habile, les deux activités étant indissolublement liées et impliquant abondance de cadeaux aux seigneurs appropriés, des cadeaux par ailleurs mûrement réfléchis et personnalisés avec soin. Par exemple, ce daimyo féru d'astronomie serait ravi de se voir offrir un télescope, tel autre apprécie l'orfèvrerie et se réjouira de ce candélabre, etc. Aussi était-il globalement très apprécié de ses interlocuteurs japonais, qui se félicitaient en outre de ce qu'il s'était aussi parfaitement imprégné de la langue et de la culture japonaise, ce qui lui a été très bénéfique. Il faut dire que ses prédécesseurs n'avaient pas toujours fait preuve d'autant de tact et de pertinence. Caron a dû travailler d'arrache-pied pour réparer les torts causés par tel ou tel imbécile totalement inconscient des réalités du terrain. Parmi les passages les plus intéressants, je relève ceux où Caron fait la démonstration de mortiers et autres armes à feu qui enthousiasment ses interlocuteurs japonais, même quand les tests, une fois sur deux au bas mot, se passent très mal, faisant des blessés sinon des morts. Mais Caron livre aussi de saisissants développements sur le sort des marchands et prêtres portugais, déjà censément bannis, mais qui reviennent pourtant sans cesse au Japon, n'y récoltant que le bannissement définitif et l'exécution sommaire de ceux qui ont encore l'audace de poser le pied sur l'archipel et qui semblent invariablement surpris de leur sort. Blâmer Caron pour tout cela ne faisait aucun sens. En parallèle, l'auteur saisit bien que la situation des Hollandais était en vérité des plus précaires également, celle des Chinois aussi. En fait, les deux étaient d'une certaine manière liés. Quand le pouvoir shogunal se déchaîne contre les Portugais, Caron pèse bien les menaces qui planent sur les intérêts de la VOC et sur la personne de ses représentants. Menaces qui prennent un tour plus concret quand l'inquisition japonaise, entre guillemets, obtient le démantèlement de la factorerie de Hirado et son exil à Dejima. À vrai dire, l'inquisiteur, toujours avec des guillemets, un personnage assez charismatique qui figure dans le roman d'Ando Shusaku, est visiblement frustré de ce que Caron, toujours d'une politesse et d'une docilité exemplaire, n'ait pas opposé la moindre résistance. Après quoi, Caron quittera le Japon et connaîtra encore bien des aventures dans les Indes néerlandaises. Il y fera des affaires brillantes dans des opérations où le commerce s'avère indissociable des opérations militaires opposant les nations européennes. Il en mène quelques-unes de lui-même.
Une figure à Batavia, notamment après son second mariage, après le décès de son épouse japonaise qu'il avait fait suivre, il obtiendra diverses récompenses, étant même pour un temps gouverneur de Formose et directeur général à Batavia. Mais décidément, les rumeurs pesaient toujours sur lui. La VOC elle-même s'inquiète de certaines allégations concernant les pratiques de son fidèle employé. Il se défend très bien, mais un soupçon demeurera. Quoi qu'il en soit, il doit rentrer en Europe en 1651. Et c'est alors, enfin, en 1664, soit un peu moins de 15 ans plus tard, que Caron commet cette fois bel et bien une trahison. La France était beaucoup moins active que la plupart de ses rivales dans le commerce des Indes orientales. Et Colbert tout particulièrement voulait y remédier. Il voulait créer une compagnie française des Indes orientales à même de rivaliser avec la VOC, mais aussi avec la compagnie anglaise des Indes orientales qui ne cessait de gagner en puissance. Toujours l'homme réfléchi, il prit soin tout d'abord de se documenter sur les réalités du terrain auprès de ceux qui les maîtrisaient le mieux. Le nom de François Caron s'imposa tout naturellement. Le Huguenot y répondit volontiers, protégé dans sa foi hérétique par l'édit de Nantes qui ne serait révoqué qu'une vingtaine d'années plus tard, et sans doute appâté par la perspective de juteux profits et d'une position d'autorité que la VOC quelque peu méfiante tendait alors à lui refuser, et cerise sur le gâteau, afin d'assurer ce statut, des traficotages dans les archives et autres manipulations de registres destinés à faire tardivement de M. Caron un digne représentant d'une ancienne lignée aristocrate française. Afin d'éclairer Colbert et Louis XIV, encore jeune mais sur le trône depuis une vingtaine d'années déjà, sur ce qui se passait aux antipodes, ce qui pouvait y être fait et ce qui devrait l'être, Caron rédigea, en français cette fois, un mémoire pour l'établissement du commerce au Japon, dressé suivant l'ordre de Monseigneur Colbert par M. Caron. Si le titre met en avant le Japon, le mémoire a en fait des vues bien plus larges, et Caron s'y intéresse probablement davantage à Madagascar et à Ceylan qu'au Japon, car les deux grandes îles, outre l'Inde elle-même, seraient à même de fournir chacune une base arrière indispensable pour que la France puisse faire quoi que ce soit plus à l'est, où les Hollandais mais aussi les Anglais étaient en position de force et avaient opposé leur puissance à toutes les tentatives françaises dans la région. Or c'était une question qui devait être réglée avant même que l'on s'attelle à la rude tâche de décrisper le shogunat isolationniste pour entamer de nouvelles relations commerciales avec lui, après tout ce qui s'était passé, et bien notamment quand Caron lui-même était au Japon. C'est un texte assez étrange en vérité, les dignes interlocuteurs de Caron ne sachant pas vraiment ce qui était envisageable dans ces contrées lointaines, et c'était bien pour cela que Colbert s'était directement adressé à lui, le marchand y faisait à la fois les questions et les réponses, cela allait même plus loin car il était ainsi amené à rédiger, à la fin de chaque partie, et sous le nom même de Louis XIV, rien que ça, des instructions royales à lui adressées. Les bons conseils de Caron s'avéreraient judicieux, et lui-même prend part aux opérations sur place, y compris une militaire, et non sans conflit avec ses collègues. Un coup du sort met toutefois fin à ses entreprises. Rentrant en Europe en 1673, il fait naufrage dans la bouche du Tage et y meurt. La Compagnie française des Indes orientales continuerait sans lui, mais le commerce français avec le Japon ne prendrait pas. Ces trois documents constituent un ensemble très intéressant. La figure charismatique de Caron y est pour beaucoup, mais surtout en ce que le marchand se montre d'une compétence en même temps que d'une acuité exceptionnelle. Il est un commerçant avisé et un diplomate subtil et efficace, mais il n'aurait jamais pu briller dans ces deux registres sans une connaissance pointue et curieuse du pays dans lequel il exerçait. Même avec quelques boulettes çà et là, la vraie description du puissant royaume du Japon demeure une des études européennes les plus lucides et justes du Japon prémoderne, ce qui associe Caron à son étonnant prédécesseur le jésuite Louis Freus. En fait, ce texte resterait longtemps un des plus fiables et peut-être le plus fiable, portant sur ce lointain pays si étrange et méconnu, et qui avait alors déjà entrepris de se replier sur lui-même. Il faudrait attendre presque 2 siècles après la mort de Caron pour que les échanges en toute matière se développent à nouveau au-delà de la seule exception hollandaise de Dejima. Ce document professionnel n'en est que plus important. Mais les extraits du registre journalier dans cet ensemble sont peut-être plus intéressants encore, en ce qu'ils adoptent une perspective plus quotidienne qui n'entrave en rien l'acuité des observations de Caron, bien au contraire. Le mémoire commandé par Colbert joue dans une toute autre catégorie, mais témoigne pourtant encore à sa manière de la compétence éclairée de Caron. L'ensemble est donc particulièrement utile et éclairant pour qui s'intéresse aussi bien à l'histoire du Japon et notamment des relations entre les Japonais et les Européens avant Meiji qu'à l'histoire du commerce des Indes orientales. Un très bel ouvrage, pointu mais toujours passionnant, et orné ce qui ne gâche rien de belles illustrations d'époque, incluant encore mes cartes adorées, dont bon nombre en couleur. Encore une belle et intrigante réussite des éditions Chandaigne, qui ont publié d'autres livres sur la question, et il faudra que je mette la main dessus.